Il était une fois un président dans un pays pas si lointain. Un jour d'octobre de l'année 2019, il se félicitait d'avoir mis la main sur Abu Bakr al-Baghdadi, chef de l'organisation État islamique. Mais il en a aussi profité pour dire ceci. A small number of US troops will remain in the area where they have the oil. And we're going to be protecting it. And we'll be deciding what we're going to do with it in the future. Ça, c'est 2019, mais c'est le fruit d'une plus longue histoire. Première information, les États-Unis sont le premier consommateur de pétrole depuis des années. Donc même si le pays dispose de beaucoup de ressources dans ce domaine, il en importe également beaucoup, même si c'est moins le cas aujourd'hui. Mais revenons en arrière. C'est au début du XXe siècle que le pétrole prend une importance capitale. Le pétrole est devenu une variable absolument stratégique, si vous voulez, considérée à la fois comme essentielle pour le développement industriel et donc comme un enjeu de sécurité nationale pour tous les pays puissants de la planète. Dans ce contexte, même si les deux guerres mondiales n'ont pas été causées par la course au pétrole, elles ont été un enjeu, comme souvent par la suite. La défaite de l'Allemagne a complètement rebattu les cartes et ouvert au Moyen-Orient des perspectives absolument lumineuses, à la fois pour les Français et les Anglais, et puis également pour les États-Unis qui ont commencé à s'installer progressivement au Moyen-Orient. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont consolidé leur avantage grâce à plusieurs éléments. Le pouvoir du dollar et sa suprématie militaire dans une bonne partie du monde. Résultat, la mise en place facilitée de réseaux d'approvisionnement sécurisés destinés à satisfaire leur addiction au pétrole. Ok, mais quel lien avec les guerres après 1945 ? On estime que la moitié à 50% des conflits dits de guerre pour les ressources sont dus précisément au pétrole, parmi ces ressources. Donc entre un quart et la moitié pour vous donner un ordre de grandeur. Et les ressources restent un point sensible pour toutes les puissances, comme les États-Unis. Qui est un démocrate, qui n'est pas Trump, qui n'est pas Bush, etc. Il a dit en 1980, dès lors qu'on touchera à nos intérêts pétroliers, nous engagerons nos armées pour défendre nos intérêts dans le monde. Et ça passe par des guerres et des coups d'État, surtout dans deux aires géographiques. L'Amérique latine. Tout au long du XXe siècle, les États-Unis ont cherché à conforter leurs intérêts chez leurs voisins du Sud. Dans les années 30, il y a eu en particulier des pressions américaines pour contrôler le pétrole mexicain. Le président Cárdenas a nationalisé les puits de pétrole. Il était même assez puissant pour résister à Staline et accueillir Trotsky. D'ailleurs, la course aux ressources, pas seulement pétrolières, a mené à des pressions, comme par exemple au Guatemala, au Brésil, au Chili, ou encore au Venezuela, encore sous blocus aujourd'hui. Une autre partie du monde est aussi particulièrement visée, le Moyen-Orient. Et là aussi, c'est une longue histoire. Comme disait Claude Serfati, les États-Unis ont commencé à s'établir dans la région après la chute de l'Empire ottoman. Pour lui, la doctrine Carter gouverne encore la stratégie américaine dans le Golfe, confortée par l'attention obsessionnelle portée au pétrole durant les années 90, par l'administration Clinton et bien sûr par celle dirigée par Bush, père et fils. Si on regarde juste les interventions américaines, voilà les pays de la région concernés. En Iran, 1953, Libye, bombardement en 1986, Iran, 1988, Koweït en 1991, Irak en 1998, encore l'Irak de 2003 à 2011, la Libye en 2011 et enfin la Syrie et l'Irak dès 2014. Ces dernières années, quelques déclarations ont fuité sur les motifs de la guerre en Irak. La grosse différence entre la Corée du Nord et l'Irak. L'Irak nage dans une mer de pétrole. Je suis attristé qu'il soit politiquement inconvenant de reconnaître ce que tout le monde sait. La guerre d'Irak est largement une histoire de pétrole. Pour autant, si on ne peut pas confirmer que les interventions américaines sont faites pour le pétrole, on peut observer ceci. D'après ces documents, on retrouve certains pays dont les États-Unis importent le pétrole brut. Le Brésil, le Mexique, l'Irak, le Koweït, la Libye, l'Arabie Saoudite ou encore le Venezuela. Pour Claude Serfati, il y a clairement un lien entre industrie pétrolière et le secteur de l'armement. À chaque fois que les intérêts pétroliers sont en jeu, vous pouvez avoir derrière des intérêts du point de vue de ce qu'on appelle les systèmes militaro-industriels. Un exemple ? Les États-Unis vendent plus à l'Arabie Saoudite qu'ils n'achètent de pétrole. Alors, ils ne vendent pas que des armes, mais les armes représentent une bonne partie des exportations vers l'Arabie Saoudite. Le soutien militaire accordé aux États du Moyen-Orient montre la connexion entre pétrole et armement. Et du coup, quand on y réfléchit, cette déclaration de Trump sur le pétrole en Syrie,
ça dit quoi? Il y a plusieurs niveaux d'analyse. Bon, il y a la personnalité du président, donc, qui est capable de dire une chose, son contraire. Il y a un deuxième niveau, que même si le pétrole n'était pas un enjeu terrible, et vous savez qu'en Syrie, finalement, les réserves pétrolières sont relativement faibles, et les États-Unis ont peu d'espoir de les contrôler, même dans la région kurde, mais le fait d'affirmer que c'est un enjeu stratégique permet de mobiliser des groupes d'intérêts financiers, industriels autour du pétrole, de l'armement, pour leur montrer qu'on est vraiment un défenseur de la sécurité nationale. Et puis enfin, il y a un troisième niveau qui, lui, me paraît encore une fois plus important. Le Moyen-Orient demeure, y compris du point de vue du pétrole, j'entends, un enjeu absolument stratégique pour les États-Unis. Mais quel est l'intérêt de faire les yeux doux au groupe pétrolier et ou à l'industrie militaire? Eisenhower, président entre 1953 et 1961, a mis en garde contre le complexe militaro-industriel. Mais d'après le chercheur, il était soutenu par les groupes pétroliers et a pris un certain nombre de mesures en leur faveur. À la fin du XXe siècle, on peut dire, la décennie 90, on a vu des think tanks tout à fait influents, ou des lobbies politiques comme le NAC, qui ont été en fait à l'œuvre dès les débuts des années 90, dès la fin et la disparition du RSS, pour préparer ce qui sera la guerre contre le terrorisme, la tentative évidemment avortée de reconquête du Moyen-Orient dans la guerre d'Irak en 2003, qui ont directement été investis par et payés, je dirais financés par des groupes pétroliers et des groupes de l'armement. Et dont l'un des fondateurs serait un certain Dick Cheney, vice-président sous Bush fils. Alors, avec des liens aussi étroits entre pétrole, politique internationale et industrie militaire, que nous réservent les États-Unis?